Ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision pour cette session d'information en ce lundi 24 octobre 2022. Demain, mardi 25 octobre 2022, le président de la République, Bazoum Mohamed, sera l'hôte des populations de la région de Tillabéri. Il sera sur le site de construction du barrage de Kandaji où il doit effectuer une visite sur place. Il procédera au lancement des travaux de construction de la ligne électrique haute tension Kandaji-Niamey. Suivez le reportage de nos confrères dépêchés sur place, Souleymane Ousmane et Mohamed Oudjouri. Le barrage de Kandaji, un programme de plusieurs années cher à l'État du Niger, prend forme de plus en plus depuis le lancement des travaux en 2019. Sur le chantier, ouvriers et techniciens sont à pied d'œuvre jour et nuit pour l'exécution des travaux avant le délai. Pour l'intérêt que le président de la République accorde au programme Kandaji, le chef de l'État fera le déplacement ce mardi 25 octobre 2022 en vue de constater l'évolution des travaux et procéder au lancement de la construction de la centrale hydroélectrique de la ligne Kandaji-Niamey. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, sera ici demain, l'hôte de l'agence du barrage de Kandaji et des populations de Tillabéri, pour la cérémonie de lancement des travaux de la ligne de transport d'énergie haute tension Kandaji-Niamey. Après donc la cérémonie de lancement des travaux, le président va visiter les travaux de construction du barrage de Kandaji. Donc nous allons commencer par lui montrer l'état de la dérivation que nous avons opéré en début août. La dérivation qui consistait à dévier le fleuve de son bras droit vers le bras gauche pour pouvoir amorcer les travaux de la deuxième phase qui consisteront à la construction donc de la centrale hydroélectrique. Et après, nous allons monter à ce lieu précis-là pour pouvoir lui montrer l'ampleur des travaux à partir donc de l'axe du barrage. S'agissant de la réinstallation des populations touchées par ces travaux, selon le secrétaire général de Kandaji, toutes les dispositions sont prises pour leur mettre dans leurs droits. Le plan d'action de réinstallation est une composante importante du programme Kandaji. Nous avons déjà fait la première vague qui consistait à déplacer les populations qui sont sur l'axe de l'ouvrage. Nous allons incessamment, je pense, à partir de janvier, le consultant qui est recruté pour cette prestation-là va démarrer ses prestations. Et nous comptons effectivement déplacer les populations de 23 villages et de la ville d'Aéro. À cette date, l'ensemble des travaux sont exécutés à 25% et la fin de la première phase des travaux est prévue d'ici 2027. Sur le front social, les revendeurs de gaz de la région de Niamey décident de réagir à la suite de l'opération de contrôle de conformité des quantités de gaz ainsi que du respect des prix de revente au profit des consommateurs menée par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Non comptant des conclusions produites par l'ARCE, les vendeurs de gaz de la région de Niamey décident de la fermeture des points de vente et de la suspension de toute activité jusqu'à nouvel ordre. On fait le point dans ce résumé signé Boubacar Amadou sur les images de Luc Boga. Les 17, 18 et 19 novembre dernier, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a effectué une mission terrain au niveau des centres impulseurs de la ville de Niamey. Mission qui a conduit à la fermeture totale, la mise en demeure et l'amende de nombreux centres impulseurs. Aussi, la mission a procédé à la fermeture de nombreux points de vente du gaz accompagnés d'amendes variant de 100 à 500 000 francs CFA. Une situation que condamne le syndicat national des revendeurs de gaz à travers cette déclaration. Pour la protection de l'environnement, le SINAREG condamne avec véhémence cet état de fait créé par l'ARCE. Le SINAREG tient l'ARCE pour unique responsable de tout ce qui interviendra, car mettant en danger les populations avec les grandes quantités
de gaz stockés dans les cubes des centres abrutisseurs, mais aussi dans les cages des revendeurs, tous mis sous scellé. Le SINAREC conteste avec véhémence les propos mensongers du directeur de l'ARCE, accusant les revendeurs de réduire dans la quantité de gaz qui leur est fournie et invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'en juger entre nous. Le SINAREC lance un appel pressant au gouvernement pour trouver une solution à cette situation afin de soulager la population. Face à cette situation, ainsi créé, le syndicat national des revendeurs de gaz a instruit ses militants la suspension des activités mais aussi la fermeture de tous les points de vente du gaz dans la capitale afin d'amener l'ARCE à la reconnaissance du rôle important qu'il joue dans le développement économique et social. Cette situation sans précédent vient de créer une pénurie artificielle créée à des desseins inavoués. Lors d'une rencontre avec la directrice sectorielle des hydrocarbures, elle nous avait avoué son intention de chasser définitivement les revendeurs de gaz de la chaîne de distribution, ainsi de jeter au chômage plus de 10 000 personnes, mais surtout de faire venir une société étrangère pour lui confier la distribution de gaz à travers un schéma machiavélique. Malgré toutes les promesses et engagements pris pour reconnaître juridiquement les revendeurs de gaz comme un acteur essentiel de la chaîne de distribution à travers une nouvelle structure des prix, tout en s'excusant et demandant l'indulgence de la population pour le désagrément ainsi créé, le SINAREC reste ouvert au dialogue. La Confédération nigérienne des travailleurs centrale d'affiliation du SINAREC s'engage à l'accompagner dans ce combat. L'ONG internationale Oxfam Niger a organisé ce matin son 4e forum annuel au compte du projet d'appui au renforcement de la gouvernance démocratique et des droits humains, un projet qui court durant la période 2018-2022. Il est question au cours de cette rencontre avec les partenaires de partager les expériences à quelques mois de l'expiration de ce projet. Le point avec Boubacar Amadou, les images sont signées Siraj Maman. Autour de l'ONG internationale Oxfam Niger, la trentaine d'organisations et d'associations partenaires du projet d'appui au renforcement de la gouvernance démocratique et des droits humains de la période 2018-2022 pour ce 4e forum annuel. Un forum qui donne l'opportunité de rencontres, d'échanges et de dialogue entre Oxfam Niger et ses partenaires en vue de mieux se connaître et d'apprendre les expériences des uns et des autres. Et c'est pour moi c'est un moment important pour moi parce que je voudrais d'abord vous dire merci. Merci à tous pour cette expérience enrichissante. Merci à tous pour cette expérience très variée, très diversifiée, qui nous a permis d'apprendre de vous, partenaires de GDDH. Je voudrais saluer les 2 innovations de ce dernier forum. C'est premièrement le fait que plusieurs partenaires aient tenu à faire participer les bénéficiaires finaux des projets à ces assises. Nous sommes heureux de pouvoir entendre des voix des femmes, d'hommes et de jeunes qui peuvent exprimer mieux que les rapports reçus l'apport du projet GDDH dans leur vie au quotidien. Deuxièmement, c'est l'ouverture du forum aux autres OSC et au grand public, afin qu'un dialogue puisse s'établir entre les OSC ayant bénéficié des subventions du projet GDDH et d'autres structures qui souhaitent postuler au prochain appel à proposition de projet. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, ARTIN, et la Commission nationale des droits humains, CNDH, font partie des structures bénéficiaires des subventions du projet d'appui au renforcement de la gouvernance démocratique et des droits humains. Et ce forum, c'est un lieu de rencontre pour faire le bilan de ce que les structures ont eu à mener comme activité, mais surtout pour dégager des perspectives. Et en marge de ce forum, il est prévu une exposition à travers les différents stands qui sont là autour de vous. Et Ertin aussi va répondre à ce rendez-vous-là, Inch'Allah, pour un peu expliquer au public qui va défiler devant nous à partir de cet après-midi ce que nous avons eu à faire dans le cadre du projet qui est le nôtre, Tribune citoyenne. Dans le cadre du dit projet, la CNDH a globalement bénéficié d'une subvention de 260 millions de francs CFA sur 4 ans, de 2019 à 2022. Ce qui a permis à la Commission de mener plusieurs activités, parmi lesquelles on peut citer
entre autres la révision à mi-parcours de son plan d'action stratégique 2019-2023, l'élaboration d'un plan de formation triennal 2020-2022, la création d'un site web à jour, l'organisation des missions d'investigation, des ateliers de renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques sur diverses thématiques. La mise en œuvre de ces projets qui arrivent à terme en décembre prochain a permis d'améliorer la situation sociale et économique des bénéficiaires un peu partout dans le pays. Ces projets sont présentés à travers des stands d'exposition mis à la disposition du public. Le Niger décide de combler un vide juridique en matière de gestion des déchets et équipements électriques et électroniques. Un atelier de consultation se tient à Niamey en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale à la matière avec l'appui de l'Union internationale des télécommunications. Le point avec Abdurrahman Younoussa Issa et Abdul Aziz Jibrila. Le Niger s'apprête à se doter d'une stratégie nationale de gestion des déchets, d'équipements électriques et électroniques. Et c'est le ministère de l'Environnement et celui des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information qui se mettent ensemble pour réfléchir sur la question. Selon le secrétaire général du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, il s'agit d'un vide qui doit être comblé. Dans une étude menée en 2018 sur la situation de la gestion des déchets électroniques, l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement avait relevé l'absence d'une stratégie nationale de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques comme l'un des grands défis et avait recommandé sa mise en place comme une recommandation prioritaire. C'est pourquoi le Niger, ayant compris la nécessité de disposer d'un tel document, a demandé l'appui de l'IIT, l'Union internationale des télécommunications, pour l'accompagner dans l'élaboration d'une stratégie nationale de gestion des déchets. La gestion des déchets électriques et électroniques, parce qu'elle met en avant le recyclage et la récupération de certains matériaux et métaux utiles, voire précieux, présente nombre d'avantages, explique le colonel Ali Seydou Moussa, directeur général de l'environnement et du développement durable, s'exprimant au nom de la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. La valeur de la matière première contenue dans ces déchets électroniques générés en 2019 est estimée à 57 milliards de dollars américains. En effet, les équipements électriques et électroniques renferment notamment des matières de valeur économique telles que l'indium, le palladium, ainsi que d'autres métaux précieux tels que l'or, le cuivre et l'argent. Ceux-ci peuvent être récupérés et recyclés, devenant ainsi une source précieuse de matières premières secondaires et permettant d'une part de réduire la pression sur les ressources naturelles rares et d'autre part de minimiser l'emprise écologique globale. Cet atelier, qui est en réalité une rencontre de consultation, réunit toutes les parties prenantes concernées par la question. Elle se tient grâce à un financement de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, dont le représentant, n'ayant pas pu faire le déplacement de Niamey, s'est adressé à l'atelier par visioconférence. En marge de la tenue de la foire exposition et vente des produits agricoles qui se déroule dans le village de Margou-Béné, c'est dans la région de Dosso, une conférence portant sur l'agroécologie a été animée ce lundi matin. Elle a été suivie de la signature d'une convention de partenariat entre l'ONG SwissAid et le Conseil économique, social et culturel du Niger, CESOC. Le point avec Youssoufou Aïtara et Abdoulaye Seydou. La deuxième journée de la foire exposition-vente de Margou-Béné des semences maraîchères s'est démarrée avec la signature d'une convention de partenariat entre SwissAid et le CESOC. Pour ce dernier, cela matérialise son engagement aux côtés de l'ONG SwissAid Niger pour booster la productivité des agriculteurs nigériens. L'agroécologie est un concept impératif au développement durable et c'est pour cela qu'il nous intéresse à juste titre. Le Conseil économique, social et culturel ne peut qu'accompagner et soutenir la démarche, mieux encourager et féliciter les initiateurs, en l'occurrence SwissAid et ses participants,
Par rapport à cette vision fondamentale, nos paysans ont besoin de renforcement de capacités. Et c'est avec enthousiasme et conviction que le Conseil économique et social s'engage aux côtés de SwissAid sur ces merveilleux terrains. En témoigne la signature du présent protocole. Pour mener bien cette initiative, il faut une meilleure approche. Pour SwissAid, la solution réside dans l'agroécologie. Aujourd'hui, la situation nous interpelle. La situation de la question agroécologie, parce que ce sont des pratiques qui existaient depuis longtemps qu'on néglige. La question de l'agroécologie semble être la meilleure approche pour assurer notre autonomie. Hier, mes collègues ont donné quelques exemples sur des stands qu'on a visités, sur des approches agroécologiques qui sont réussies. Vraiment, expliquer un peu de quoi on parle quand on parle de l'agroécologie. C'est des approches qui sont vraiment tout simples, mais parfois méconnues ou sous-utilisées. Pour mieux imprégner les producteurs des semences et les inviter à cette foire, le premier panel de la conférence, caractérisé par des échanges interactifs, a porté sur le concept de l'agroécologie, de sa définition à son apport en passant par sa mise en œuvre. Les membres du groupe de concertation multipartite du dispositif national de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Niger, ITUE Niger, se sont retrouvés ce lundi matin en vue de valider les travaux d'une étude qui a porté sur la propriété effective au Niger. Une étude importante dans le cadre de la collecte et de la divulgation de la propriété effective. Le point avec Balima Bourema. Les images sont signées Ibrahim Ousmane. Le Niger, à travers le dispositif national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, DNITE, poursuit résolument l'atteinte des objectifs assignés dans le cadre des normes. C'est dans cet esprit que des études ont été menées. Ce matin, les membres du groupe de concertation multipartite se sont retrouvés pour un atelier de validation de l'étude sur la propriété effective au Niger. Selon le président du groupe multipartite de concertation, El Hadji Cheibou, cette étude permettra de faire l'état des lieux des propriétés. Cette étude devra permettre une meilleure compréhension du type de politique et de pratiques institutionnelles à mettre en place pour collecter et divulguer les informations sur la propriété effective. Le dispositif national ITUE Niger envisage d'y inclure un volet sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans ces rapports pays, ce qui permettra de contribuer au débat public et à une prise de décision responsable. Première d'une série de 3, cette étude a été financée par la coopération belge à travers l'ITUE international. Ces études visent à mieux comprendre les industries extractives. Le premier objectif, c'est associer toutes les parties prenantes du processus ITUE en leur permettant de s'approprier les documents. Enrichir les études en prenant en compte les suggestions que, j'en suis sûr, vous ne manquerez point d'apporter. Et créer les conditions d'un débat citoyen responsable. Le processus ITE a été lancé au milieu de la décennie 2000 afin de permettre une meilleure gestion des revenus issus des industries extractives. Le Niger, pays producteur, est partie prenante à ce processus, entend relever les défis afin de faire profiter les populations les revenus issus des industries extractives. Le Niger se dote d'une task force nationale pour lutter contre le paludisme. Le nouveau cadre met à contribution les acteurs de la société civile nigérienne qui interviennent dans le domaine. L'initiative a été saluée à sa juste valeur par le programme national de lutte contre le paludisme qui estime que cette nouvelle initiative va renforcer l'engagement des acteurs dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Niger. Le reportage est signé Ousseina Assoumi. Les images sont celles de Boubacar Yakouba. Convaincu que la lutte contre le paludisme nécessite une intervention multisectorielle à travers des stratégies innovantes, les principaux acteurs concernés dans le domaine, réunis autour d'une même table, ont lancé officiellement cet important cadre d'échange et d'orientation dénommé Task Force nationale
Programme national de lutte contre le paludisme et la société civile du Niger. Le PNLP accueille favorablement la mise en place de ce cadre favorisera à coup sûr une meilleure orientation des actions entreprises par les OSC dans la lutte contre le paludisme. D'autre part, les ressources domestiques supplémentaires pourront être régulièrement mobilisées pour combler les gaps grâce à l'accompagnement des actions de plaidoyer que nous allons mener avec la contribution des OSC. Nous allons donc continuer à faire preuve d'innovation pour assurer une meilleure participation des acteurs de la société civile dans la mise en œuvre des interventions de la lutte contre le paludisme, tout en se conformant aux orientations et stratégies nationales. Cette activité, bien sûr, rentre dans ce cadre. Tout en saluant cette initiative, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a affirmé que la task force viendra renforcer l'engagement de ces acteurs en faveur de la lutte contre le paludisme. La task force nationale, programme national de lutte contre le paludisme OSC du Niger, sera alors un cadre idéal car elle offrira un espace d'échange pour renforcer le partenariat entre le programme national et les organisations de la société civile actives dans la lutte contre le paludisme au Niger. Une série de présentations de la situation du paludisme et stratégies de lutte contre le paludisme au Niger et ses défis, l'état d'avancement de la revue du plan stratégique national, le rôle de la société civile dans la lutte contre le paludisme au Niger, suivi de la présentation de la task force et des échanges, ont permis d'élargir la vision commune et l'esprit de concertation de ces acteurs concernés. Le projet Financement vert inclusif pour la résilience climatique et une agriculture paysanne à faible émission a été officiellement lancé ce lundi matin à Niamey. Le lancement a donné lieu à la tenue d'un atelier. Il est question de promouvoir l'agriculture familiale résiliente. Le ministère du Plan, le FIDA, le Fonds pour le climat et la Banque agricole du Niger travaillent étroitement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Les précisions avec Mohamed Alpha. La rencontre de ce lundi 24 octobre 2022 marque le début de l'atelier de lancement et de démarrage du projet Financement vert inclusif pour la résilience climatique et agriculture paysanne à faible émission. L'objectif étant d'accroître la résilience des petits exploitants agricoles aux effets néfastes du changement climatique. C'est une vision du Fonds international de développement agricole FIDA, en collaboration avec le gouvernement nigérien et ses partenaires techniques et financiers. Au Niger, on n'a pas de choix que d'aller dans l'agriculture familiale résiliente. Compte tenu des conditions climatiques du Niger, on n'a pas de choix. Et la finance rurale inclusive est l'un des piliers moteurs de cet objectif d'agriculture résiliente. Vraiment, c'est un projet très, très important pour le Niger. J'insiste beaucoup sur l'élément inclusif pour les femmes et pour les jeunes, pour qu'ils aient accès aux moyens de production, aux ressources, et faire l'agriculture comme une activité rentable. Ce projet est d'une importance capitale pour booster le secteur agricole, à en croire le secrétaire général adjoint du ministère du Plan. Le gouvernement du Niger et le FIDA conjuguent leurs efforts en vue de relever les défis. La finance rurale verte inclusive et les innovations pour une gestion appropriée des effets du changement climatique ou du règlement climatique s'imposent lentement mais sûrement dans tous les pays de la sous-région, en particulier ceux du Sahel, comme une priorité dans les politiques nationales. En initiant ces projets, le gouvernement du Niger et le FIDA s'illustrent aux côtés des producteurs et des structures de financement comme la Banque agricole du Niger pour les aider à faire face à ces nouveaux défis
de survie et de développement durable. Pendant 48 heures, les participants débattront et échangeront sur plusieurs thématiques, surtout à l'issue des travaux de faire des propositions pertinentes pour le renforcement de la résilience des communautés rurales face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. Cérémonie de signature d'une convention de financement d'un projet qui vise l'autonomisation des femmes et l'insertion des jeunes. La convention a été signée entre 3 structures, à savoir l'AFA, le SNFI et la Fondation Noun. C'était ce matin à la salle de réunion Sidibé du ministère des Finances de Niamey. On fait le point avec Abdurrahman Younousa Issa et Abdul Aziz Jibrila. Les représentants de l'AFA, Access Finance Africa, de la Fondation Nour et le secrétariat exécutif de la Stratégie nationale des finances inclusives au Niger, SESNFI, étaient réunis ce matin dans la salle de réunion Seydou Sidibé du ministère des Finances pour signer une convention de partenariat et de financement d'un projet d'autonomisation des femmes et des jeunes porté par la Fondation Nour. Témoin de la signature de la dite convention, le secrétaire général du ministère des Finances a replacé l'événement dans son contexte et précisé l'importance et la pertinence d'un tel accord. La signature de la présente convention est consécutive au lancement le 30 juin 2022 à Tawa d'un projet pour l'autonomisation des femmes en milieu rural porté par la Fondation Nour. Ainsi, le Fonds de développement de l'inclusion financière, en partenariat avec le SFD-AFA, a décidé de lancer au cours d'une phase pilote un produit financier sous la forme de microcrédits pour l'autonomisation des femmes et des jeunes en milieu rural, dénommé CAFJ. Le microcrédit CAFJ est un crédit digital destiné à faciliter l'accès au financement de la cible, les femmes et les jeunes, n'ayant jamais eu auparavant de relations avec les systèmes financiers traditionnels. La mise en œuvre de la phase pilote du projet aura lieu dans les départements de Bouza, de Malbaza, de Konni et de Tawa département. Après cette brève et sobre cérémonie, les différentes parties prenantes se sont donné rendez-vous sur le terrain pour la mise en œuvre du dit projet. Les membres de la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées sont en atelier de formation depuis ce matin à Niamey. La formation porte sur la méthodologie de demande et de gestion d'une subvention de l'Union européenne. Les 15 pays membres de la fédération prennent part à ces assises de Niamey qui vont s'étaler sur 3 jours. Les précisions sont de Aïchatou Mahamadou sur les images de Luc Oga. Le personnel technique des fédérations membres de la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées à l'école du savoir sur la méthodologie de demande et de gestion d'une subvention de l'Union européenne. Une initiative qui émane du programme de renforcement de capacités pour l'inclusion des personnes handicapées en abrégé progressif. Il y aura des sessions sur les principes de financement de l'Union européenne, sur la méthodologie de demande, comment on fait les demandes, de la concept note jusqu'à la demande complète des projets, jusqu'au budget, mais également une fois les fonds acquis, quels sont les principes et les procédures de l'Union européenne pour la gestion des fonds émanant de l'Union européenne et quel gage il faut donner à l'Union européenne pour lui démontrer de notre capacité. Pour développer toutes ces thématiques et susciter des échanges interactifs entre les participants des 15 pays membres de la Fédération, Humanity, Inclusion ou Handicap International donne une main forte à la réussite de ces assises. Le présent atelier s'indique comme le point culminant donc, de tout ce processus de renforcement de capacité. Je voudrais nous rappeler que ce à quoi nous voulons procéder cette semaine participe des processus qu'on qualifie de compétitifs.
que chacune des fédérations est désormais en mesure de mobiliser beaucoup de financements. Alors là, que ce soit le président Idriss, le président Yatma ou tous ceux qui ont contribué aux présentes assises, on pourra alors se convaincre fiers de ce que nous aurons réussi. Donc, opportunité saisie par la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées pour rendre ses membres plus performants et compétitifs. C'est important. Les formations, les capacitations, aujourd'hui c'est notre défi. Parce que nous avons lutté dans nos organisations jusqu'à ce que dans nos différents pays, on est écouté maintenant. Que ce soit au Niger, en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Sénégal, les autorités nous écoutent. Nous comptons, le handicap est devenu une réalité dans nos pays. Aujourd'hui, nous n'avons plus un problème d'accès à nos autorités. Le problème que nous avons, c'est quand nous sommes face à ces autorités, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Est-ce que nous sommes capables de dire aux autorités, voilà nos problèmes, voilà les solutions, voilà ce qu'il faut faire pour les régler? Donc le défi, c'est un défi de capacitation à notre niveau. 3 jours seront mis à profit par la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées afin de former ses membres à avoir accès aux subventions de l'Union européenne, mais surtout à bien les gérer. Dernier aspect de cette édition, il s'agit de cet atelier de formation à l'intention des journalistes de la radio communautaire de Tamou, 5 au total. La formation va s'étaler sur 15 jours. Ils verront leur capacité renforcée en matière de collecte, traitement et diffusion de l'information. Les précisions avec Abdul Aziz Mahamadou et Ibrahim Didi. Cet atelier de formation est destiné aux journalistes de la radio communautaire de Tamou. La formation est l'œuvre du PCCN de l'OIM. Les raisons d'une telle initiative avec Ali Cissé, l'un des formateurs. À l'endroit de 5 animateurs de la radio communautaire de Tamou. Donc pendant 15 jours, ils seront là avec nous et avec eux, on va voir tout ce qui concerne le traitement, la collecte et la diffusion de l'information. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, on a l'aspect production, tout ce qui concerne la production, comment la faire, sera abordé avec eux. Et en même temps, il y aura un troisième aspect très important qui est celui du montage. On va leur apprendre aussi comment faire monter. Parce que la radio de Tamou, c'est une création récente. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais été en contact avec le monde des médias. Donc, cette nécessité qu'ils ont eue, disons, cette nécessité de les amener ici au niveau de la radio Wadata pour qu'ils puissent suivre une formation intensive sur 15 jours sur comment collecter les informations, les traiter et les diffuser, et ensuite sur comment faire la production. Cette formation durera 15 jours et permettra aux participants, une fois dans leur localité, de réaliser des émissions, débats, magazines et des reportages en lien avec l'actualité sur le terrain, surtout que Tamou fait partie des zones qui vivent l'insécurité. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Place tout de suite à la rediffusion de votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité de la semaine sur Bonferré Télévision. Presse Plus, ce sera avec Abdraman Younousa Issa et ses invités. Excellente fin de soirée sur Bonferré Télévision. Bonsoir.